Maintenant, j'invite nos orateurs du panel Agriculture et nutrition. Agriculture et nutrition de s'installer. On va mettre un peu ça proprement. Voilà, il y a un micro. Oui, bon. Ah oui. Écarter un peu. Voilà. Donc, il y a un micro par chaise. À ce premier panel, merci un million de fois à tous les cas d'être venus. C'est un vrai privilège, un plaisir de vous avoir. Non, vraiment, je pèse mes mots, de vous avoir parmi nous. On a vraiment été chercher, on a voulu trouver des gens visionnaires, des gens de terrain, qui ont la main dans la terre, mais littéralement. Et donc, vous avez des profils très différents les uns des autres. Donc, ça va être un moment passionnant. Et tout ça va tenir en 60 minutes. Donc, on voulait vraiment faire, comme à notre habitude, une forme d'intelligence collective, d'expertise, de terrain et visionnaire. Donc, ça va être tout à fait avec 4 angles très différents. Tout ça avec un apport systémique en plus. Voilà. Donc, on a mis la barre très haut. Mais vous êtes à la hauteur, donc ça va aller. Et surtout, ils sont humbles. Tous les 4 sont humbles. Ce n'est pas les genres à aller jouer au plus malin. Mais sur le terrain, vous allez voir tous... Comme ça va être intéressant. Nous avons dans le désordre, et je n'aurai pas le temps de donner tous vos titres et qualités, la gentillesse, la bonté, l'ouverture, à tous, si ce n'est que, voilà, dans le désordre et sans préférence, nous avons le professeur Philippe Barrette, UCL, agroécologiste et cofondateur de Girafe. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de parler des projets de chacun, mais donc, allez voir sur les réseaux qui y sont, vous allez voir, ce sont des gens merveilleux chacun. Nous avons le grand plaisir d'avoir Macha, également Macha Bertrand, qui s'occupe du développement de marché de Sol Capital. Vous êtes à Perouet maintenant, c'est ça, à Perouet. Vous étiez à la ville, maintenant vous êtes à la campagne. Il y a une raison pour ça, je suppose. Proche des agriculteurs. Voilà, proche des agriculteurs. Notre ami Olivier Lefebvre, qui est partenaire dans le crime avec notre initiative ici, mais également a fait un grand changement de vie. Un banquier qui devient tout à coup agriculteur. C'est amusant, Donc on va voir... micro, donc c'est plus facile quand on parle en micro. Et Jean-Patrick Skepers, fondateur de Peace and Love. Donc, c'est l'homme un des hommes, en fait, c'est une tendance, mais en tout cas du urban farming. Et donc, on va avoir le grand plaisir d'avoir son regard également. Alors, comment ça va se passer, Sarah ? Mais ça va se passer par une première étape où moi, je vais vous demander quelles sont en fait vos clés d'avenir. Vos clés d'avenir pour une nutrition et une agriculture qui régénèrent la santé et les terres agricoles. Donc, quelque chose d'assez ambitieux. On va vous demander à chacun d'entre vous d'y répondre en maximum 4 minutes. Si vous savez faire plus court, allez à l'essentiel est toujours bienvenu. Et en parallèle, on a Michel qui va prendre note de ce que vous nous dites, parce qu'après vos 4 clés d'avenir, on va faire une discussion ensemble pour un peu approfondir ce que vous aurez amené, voir comment on peut faire des liens aussi entre vos différents points de vue, afin d'avoir une vision de plus en plus globale. Et à la fin de notre discussion, Michel va reprendre un peu une synthèse qu'il aura pu faire afin de faire ces liens et d'offrir au public cette vision systémique par rapport à vos apports et par rapport aux autres thématiques également de ce sommet. Alors, petite cerise sur le gâteau, nous avons eu Michel Petit, donc c'est le fondateur du groupe Upignac, il ne pouvait pas venir physiquement. Du coup, on a eu le plaisir d'avoir une personne en plus, mais on a fait une interview vidéo qui est sur les réseaux, qui a été mise sur les réseaux hier. Et en complément, on verra s'il y a encore une clé de Michel que j'ai gardée, évidemment. On viendra les glisser à la fin du truc. Alors, nous avons également aujourd'hui et demain, Hugo. Comme ça, je le dis une fois pour toutes, et comme ça, on sait. Hugo qui est là. Tu peux, si tu veux, quand même mettre la caméra sur Hugo. Alors, Hugo est également un grand copain et partenaire dans le crime, évidemment, le crime de lumière, n'est-ce pas, de la systémique. Alors, Hugo a créé un outil qui s'appelle setvortex.com. Hugo va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait, c'est de construire un écosystème de nos idées. Il va les mettre en lien les uns avec les autres en temps réel, pendant toute cette heure. Et donc, vous allez voir apparaître cette espèce de volumétrie de fondamentaux d'avenir. Et donc, cette vortex sera en ligne. Il pourra continuer, vous allez pouvoir continuer à le travailler vous aussi dessus en collaboratif. Et ceux qui nous regardent aussi pourront avoir accès au set vortex. Voilà, c'est à droite. Et vous allez voir, c'est magique, c'est marrant comme tout.
pour les passionnés de la systémique, dont mon ami Jacques, je sais, je t'entends penser. Ah, mais vous connaissez déjà, donc on triche un petit peu. Et donc, et voilà, on va aller voir apparaître physiquement en fait ces 3 dimensions. Donc, Sarah, On peut commencer. Michel, t'es prêt à tes papiers? Moi, je suis prêt. Je sors mes éditions. Voilà. Alors, je vais commencer avec ici, donc Monsieur Olivier Lefebvre. Si vous pouviez me partager quelles sont vos 4 clés principales d'avenir. 3 ou 6. Oui, pardon, c'est 4 minutes. C'est pas spécialement 4 clés en fait. Mais voilà, vos clés d'avenir principales. Mais peut-être avant de parler des clés d'avenir, je voudrais quand même encore revenir un tout petit peu sur le présent et pourquoi il faut changer. Parce que pourquoi est-ce que notre système agricole aujourd'hui est dans le mur, qui n'est pas viable ni sur le plan environnemental, il y a d'autres gens beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler, ni sur le plan économique. Et comme je suis économiste de déformation, je vais plutôt parler de ça. En fait, chacun sait, il ne faut pas être docteur en comptabilité, qu'il ne faut pas confondre les stocks et les flux. C'est-à-dire qu'une entreprise ou même un ménage qui finance ses dépenses courantes en allant prélever sur son actif net, c'est-à-dire en liquidant des actifs ou en créant des dettes, ça finit toujours par s'arrêter assez vite quand même. Et en agriculture, on le fait massivement et de plus en plus. Si vous allez vous balader dans le Condro et que vous voyez des prairies permanentes qui sont transformées en champs de patates pour alimenter les usines de congélation de frites qui se multiplient, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que pour augmenter le revenu à l'hectare de cette parcelle, on va aller en fait puiser dans son capital, c'est-à-dire on va bousiller le taux d'humus qui est dans le sol, on va libérer du carbone, et ma voisine va en parler par la suite, on va polluer les eaux de surface, enfin bref, on va créer, on va prélever énormément de valeur sur l'actif. Et donc, est-ce que la valeur que l'on crée n'est pas compensée entièrement ou partiellement par cette valeur que l'on détruit? Tant qu'on ne le mesure pas et tant qu'on ne met pas des prix sur ces externalités, c'est extrêmement difficile à dire. Simplement, on commence à mettre des prix sur certaines externalités, comme le carbone par exemple, mais pas sur la destruction de la biodiversité, mais pas sur d'autres choses. Et donc voilà, le système, il va dans le mur rapidement parce qu'il est devenu plus extractif, progressivement plus extractif que productif. Et quel est le problème de base? C'est fondamentalement un problème de prix relatif. L'économie de marché, ça fonctionne, c'est formidable quand ça fonctionne bien, parce que tous les agents économiques prennent leurs décisions d'investissement, de production, de facteurs de production, etc. sur base des prix relatifs. Mais quand ces prix relatifs sont biaisés, on peut arriver finalement à un résultat qui est contraire à l'intérêt général. Et en agriculture, les prix relatifs sont très biaisés. Ils sont très biaisés d'abord parce que, comme je viens de le dire sur les externalités, dans la plupart des cas, il n'y a pas de prix. Et donc, ça pousse le modèle à devenir extractif. Et l'agriculture, beaucoup plus que les autres secteurs, est terriblement exposée, évidemment, au capital nature, par son emprise au sol, etc. Et deuxièmement, les prix relatifs sont biaisés par la politique aussi. La politique agricole commune subsidie la taille, les surfaces. Les politiques subsidient l'intensité en capital aussi, avec des tas d'outils d'aide à l'investissement. Et donc, on subsidie un modèle qui est un modèle de plus en plus industriel dans nos campagnes. Et donc, voilà, tout ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui à une agriculture qui est devenue appauvrissante, en fait plutôt que nourrissante. Et donc, j'ai pas beaucoup de chiffres, mais j'ai quand même un petit graphique. Je ne sais pas si la caméra peut faire un petit focus sur le graphique. Un petit graphique qui montre quoi? Qui montre que sur les 20 dernières années en Belgique, on a eu un petit gain de valeur ajoutée par... petit gain de productivité humain, quand même 7%, d'accord je vais essayer de tenir les deux en même temps, c'est pas si facile. On a en fait une production à l'hectare qui, à euro constant, plus ou moins stagné en 20 ans, et une valeur ajoutée à l'hectare qui s'est effondrée. Pourquoi? Parce que c'est le prix des intrants qui a augmenté terriblement sur cette période. Et encore, cette valeur ajoutée à l'hectare ne tient pas compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'extraction de valeur du capital derrière. Donc on est vraiment dans un système qui est dans le mur. Donc j'ai beaucoup parlé du constat, je n'ai pas encore parlé de l'avenir, mais j'espère que j'aurai encore quelques minutes plus tard pour en parler.
Voilà, donc Non, en fait, ça a on permis fera de faire le un constat. C'est ce qu'on s'est dit avec Michel ici un peu en backstage. On s'est fait, finalement, on a eu un cadeau d'avoir un petit constat finalement de la situation. Et on s'est dit que, que ça pouvait faire l'introduction de la thématique. On va faire le tour et revenir. Et on va revenir alors à la fin pour donner 2 minutes alors pour des clés d'avenir en fin de tour de parole. Donc maintenant, Macha Bertrand, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont vos clés d'avenir ? Donc merci pour ces constats qui effectivement donnent une bonne introduction. Donc on est effectivement face à un défi pour le coup systémique, là on peut le dire, puisque l'agriculture touche à énormément d'enjeux. On l'a compris, c'est non seulement les sols, la biodiversité, mais du coup ça touche à la nutrition, la santé, la pollution de l'eau, de l'air, voilà, un tas. Et puis bien sûr le secteur économique, l'emploi dans les campagnes. Du coup, des clés d'avenir, on en a répertorié 3. Donc ici, je vais être super pragmatique parce que je travaille chez Sol Capital et on est vraiment une entreprise de terrain. On fait du conseil agronomique indépendant, donc on accompagne les agriculteurs au quotidien dans leur transition vers une agriculture qu'on appelle, nous, régénérative. On peut l'appeler agroécologie. Il y a plein de termes différents, mais on aime bien le mot régénératif parce que c'est parlant. On régénère les sols, on régénère la biodiversité et on régénère... et la santé aussi ? La santé, oui, c'est lié. Alors, il y a moins de consensus scientifique sur le lien au niveau de la santé. Il y a beaucoup de recherches qui doivent encore être faites, mais on est assez convaincus qu'un sol en bonne santé amène des plantes en bonne santé, amène des aliments bien meilleurs pour la santé humaine aussi. Alors, donc les clés vont être très pragmatiques. C'est que dans notre accompagnement vers une transition agricole, nous, on se retrouve très souvent face à 3 gros challenges, 3 grandes barrières qui freinent et qui amènent vraiment une inertie dans le secteur pour évoluer et réaliser cette transition qui est nécessaire. Donc la première grande barrière qu'on a identifiée, c'est cette crainte de ne pas s'y retrouver financièrement. Donc on a l'aspect économique avant tout, qui est le premier frein vers cette transition. Pour vous donner une idée, en 2016, 50% des Français avaient 14 000 euros net de revenus sur l'année. Donc évidemment, avec des marges aussi faibles, il n'y a pas beaucoup de place pour de l'innovation, du changement et une conception de prise de risque. Alors, la solution par rapport à cela, c'est en fait d'amener des outils, des stratégies qui offrent une vue vraiment complète de la transition en prenant en compte de la réalité économique des agriculteurs, de l'impact sur les sols, donc tous les aspects agronomiques, et bien sûr de l'aspect écologique, environnemental. Donc vraiment, cette vision holistique est très, très, très nécessaire. Ensuite, la deuxième grande barrière qu'on a identifiée, c'est le manque de connaissances. Donc, passer à une agriculture régénérative, ça demande vraiment un changement de pratique qui est quand même assez conséquent. Les connaissances sont là, elles sont disponibles sur Internet, il y a des livres, on commence à... mais elle est dispersée, elle est très dispersée. Et surtout, la connaissance qui arrive directement aux agriculteurs, elle est donnée au travers souvent de conseillers qui ne sont pas indépendants, des conseillers agronomiques qui sont liés à des firmes qui vendent des produits phytopharmaceutiques et qui donc ne sont pas indépendants dans le conseil qu'ils donnent aux agriculteurs. Donc là, une clé pour l'avenir, c'est de séparer la vente et le conseil et d'arriver à vraiment amener du conseil indépendant, neutre aux agriculteurs. Troisième barrière, c'est le manque d'incitants au niveau du marché. Donc aujourd'hui, quand on parle de transition, on amène beaucoup de nouvelles réglementations, de nouvelles normes, des externalités négatives qu'on va pénaliser, mais on ne va pas encore récompenser réellement les externalités positives, alors que l'agriculture peut amener énormément de services écosystémiques, justement la préservation des sols, la préservation de la biodiversité, enfin voilà, donc tout le contraire de ce qu'on lui reproche habituellement. Donc ici, on prône vraiment pour des incitants marchés qui rémunèrent les agriculteurs, les services écosystémiques. Un bon exemple, c'est bien sûr la captation, la séquestration de carbone dans les sols. Aujourd'hui, il y a un marché qui est en train de naître, mais c'est très très lent. Il faut l'accélérer pour que cette transition puisse se faire. Super. Un tout grand merci pour ces clés. Donc très intéressant avec cette vision d'accompagnement systémique, si je comprends bien, qui amène vraiment ce business model viable, mais aussi toute cette manière au niveau aussi des techniques d'agriculture pour que ça puisse fonctionner. Et avec ces idées évidemment d'externalités positives aussi pour renforcer tout ce qui se passe bien. Donc c'est des belles clés. Merci. Jean-Patrick.
Écoutez, merci d'abord de donner un peu de place à l'agriculture urbaine dans ce débat passionnant. Donc, le scope, évidemment, de l'agriculture urbaine doit d'abord être compris, c'est que le but de l'agriculture urbaine n'est absolument pas de nourrir la ville. Il faut être conscient que pour nourrir une ville comme Bruxelles, il faut 5 fois la superficie de Bruxelles, donc on ne va pas y arriver. Par contre, ça pose tout de suite à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on fait pousser des tomates sur les toits? Pourquoi est-ce qu'on installe des potagers en ville? Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est une reconnexion du citoyen à la nature. Nous sommes complètement déconnectés en tant qu'urbains à ce qui se passe au niveau de la fonction nourricière à la nature. Et l'agriculture urbaine doit jouer ce rôle. Et donc, nous, en tant qu'agriculteurs urbains, on rêve de villes reconnectées entre la nature et la fonction nourricière de la nature et la nourriture et l'urbain. Et c'est ce à quoi on fait, c'est à ce à quoi on travaille. Et une des clés, évidemment, c'est à partir du moment où le citoyen, l'urbain, se reconnecte à la nature et comprend mieux les choses, il va pouvoir accepter de ces agriculteurs des nouvelles attitudes. Je prends un exemple toujours en rigolant avec nos clients dans nos fermes urbaines. Décrivez-moi un chou-fleur. Alors ils me décrivent tous un chou blanc, généralement en balai de plastique. Et en fait, on leur montre que sur leur parcelle de potager, c'est pas du tout ça pendant la plupart de la vie de la plante. Et donc c'est très intéressant de voir comme il y a tout un travail de pédagogie et d'éducation à faire. Je rigole pas, mais il y a des gens qui pensent qu'il faut manger les feuilles des fraisiers dans les fermes urbaines. Donc on est vraiment très 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 loin. Et tant que ça, on a perdu ça en une ou deux générations, tant qu'il n'y a pas ce travail là-dessus, tout ce que pourront faire les agriculteurs, on va dire nourriciers, on va dire de la campagne, sera mal compris. Donc ça, je pense que le rôle de l'agriculture urbaine, donc c'est pédagogie, reconnexion avec la nature. Le deuxième rôle, c'est exactement ce dont on parle ici, ce sont les bénéfices indirects. C'est la réintroduction de la biodiversité en ville, la gestion des eaux de pluie, c'est l'absorption de carbone, c'est la réduction des effets de chaleur en ville. Donc tous ces bénéfices indirects que l'agriculture urbaine amène en ville, c'est le même problème, ils ne sont pas valorisés. Et donc, on va installer un tas de superbes fermes urbaines en ville, mais on n'aura pas la valorisation de ce que ça amène exactement à la ville. Alors, pour revenir à ce que dit Macha, j'ai cru comprendre qu'en France, ils sont en train de valoriser les bénéfices indirects pour les agriculteurs classiques, on va dire. Et donc, on espère qu'au niveau des villes, ça va bientôt arriver. Je pense que la clé, effectivement, c'est aussi la pédagogie et c'est que chaque citoyen se réapproprie son alimentation et comprenne ce qu'il fait. Il y a un chiffre qui, moi, me choque toujours, c'est que entre le moment où je suis né, où j'étais adolescent, et maintenant, la part du ménage dans l'alimentation est passée, je crois, de 35% à 10 à 15%. Donc on dépense beaucoup moins pour se nourrir, et après ça, on s'étonne qu'on mange de la merde. Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Donc je pense que c'est savoir faire les bons choix dans son projet de vie et comprendre par la pédagogie et l'éducation. Et ça, c'est le rôle de l'agriculture urbaine. Merci beaucoup. Merci pour cette synthèse très succincte. Donc moi, ce que j'entends là-dedans, c'est vraiment un peu ce que tu dis. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc de retourner vraiment à cette reconnexion entre l'homme et la nature, d'inclure davantage la biodiversité dans les villes où beaucoup de citoyens sont finalement coupés de cette nature qui est importante et où on ne se rend plus compte en fait de ce qu'on a vraiment dans son assiette. Et donc d'aller vraiment vers une pédagogie de l'alimentation, une pédagogie de l'agriculture pour que chacun puisse se réapproprier son alimentation et se rendre compte que c'est quand même un point essentiel en fait de son quotidien et des dépenses que chacun devrait avoir. Donc voilà. En fait, en quelque sorte, montrer, c'est éduquer. En deux mots. Il y a deux points. D'abord, je crois que c'est Aristote, je me trompe toujours, c'est que l'alimentation est le premier médicament de l'homme. C'est ça. Et le deuxième, c'est se battre contre toutes les désinformations qui existent. Mais j'en reviendrai plus tard là-dessus. Okay. Voilà, parfait. Super, merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour du professeur Philippe Barret de nous présenter ses clés d'avenir. Ça fait toujours peur quand on m'appelle professeur, mais c'est pas grave, je m'habitue. C'est le titre, voilà, faut progressivement, assumer. ça va C'est aller. un peu Casa de Papel, hein. Ouais. Bon, je continuerai en disant Philippe par après, ce sera plus relax. Voilà, plus relax. Donc voilà, oui, l'agriculture, c'est vraiment un enjeu important pour nos sociétés. C'est aussi un enjeu sur lequel on a l'impression qu'on a prise. Et donc c'est peut-être ça qui fait que l'agriculture et l'alimentation sont aujourd'hui au cœur des débats, hein, parce que les citoyens, notamment via l'agriculture urbaine, via des initiatives, ont l'impression d'avoir pris sur le système.
Et moi, je voudrais amener un nouvel acteur dans le débat. Ce nouvel acteur, c'est en fait le système alimentaire. Parce que mon slogan aujourd'hui, c'est que pour changer les systèmes agricoles et alimentaires, il faut voir grand. Il faut voir à l'échelle des systèmes. Parce que celui dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, c'est le système alimentaire, et notamment les grands acteurs du système alimentaire. Le chiffre d'affaires de Nestlé, c'est 2 fois le produit intérieur brut du Congo, 100 millions d'habitants. Donc bien sûr, quand on parle de ce genre d'enjeux, c'est important de les mettre dans l'image. Or, ils n'y sont pas. Hein. Donc les grands, finalement, ceux qui tirent les ficelles du système, ils ne sont pas dans l'image. Donc ça, c'est un enjeu pour moi essentiel. C'est d'essayer de voir à grande échelle et d'articuler cette vision à grande échelle avec des initiatives qui se font à plus petite échelle. Mais il faut faire cette articulation parce que sinon, on va toucher 1 ou 2% du système si tout va bien. Les circuits courts, ça va être quelques pourcents des consommateurs et quelques pourcents des agriculteurs. Alors comment faire ? D'abord, c'est les rendre visibles. Et donc il faut plus de transparence aujourd'hui dans les systèmes alimentaires, plus de transparence aussi sur les enjeux financiers liés à l'alimentation. On sait qu'aujourd'hui, les systèmes sont extrêmement globalisés, avec des impacts comme la déforestation. Hein. Donc je vais parler 4 minutes. 4 minutes, c'est la déforestation du parc du Cinquantenaire qui est ici derrière. C'est 40 hectares qui disparaissent en 4 minutes. Donc on est dans un système qui est vraiment qui a un impact majeur sur nos systèmes planétaires. Et donc pour moi, il faut vraiment une régulation de ça, une réflexion sur la façon dont la valeur se distribue et aussi sur les externalités à ces échelles-là. Donc ça, c'est un enjeu clé. Et alors pour être très concret, par exemple, ce dont je rêve aujourd'hui, c'est par exemple qu'on interdise la publicité pour l'alimentation à bas prix. Et donc on dit, voilà, ça c'est fini, on ne peut plus faire de publicité sur l'alimentation à bas prix parce qu'elle pousse au vice. Et ça obligerait les acteurs à repenser leurs choses. La question de la relocalisation est une question super importante. Elle est à la mode aujourd'hui. Malheureusement, il semble que la vague se soit tout de suite un petit peu éteinte. Mais qui dit relocalisation dit aussi repenser nos politiques d'exportation. Aujourd'hui, 2 cochons sur 3 en Belgique et 5 patates sur 6 en Wallonie partent à l'exportation. Et donc relocaliser, ça veut dire aussi abandonner peut-être des choix de compétitivité qui sont impactants, et Olivier l'a déjà dit, qui sont notamment impactants sur nos sols, le fait que la culture de pommes de terre a augmenté de 40% en 10 ans. Hein, donc, et ce n'est pas spécialement la culture la plus écologique et la moins demandeuse en pesticides au niveau belge. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire sur cette question de politique publique, de politique agricole, et de réorientation de ces politiques publiques et agricoles. Et l'autre élément qui est clé pour la question de la relocalisation de l'agriculture, c'est relocaliser les chaînes logistiques. Donc, en fait, relocaliser notamment les unités de transformation. Ce qui manque aujourd'hui dans des paysages comme celui de la Wallonie, c'est des outils, des petits abattoirs, des minoteries, des huileries, qui peuvent accompagner une relocalisation de l'agriculture avec un horizon qui est l'approvisionnement des villes. Donc moi, j'aime bien le concept d'agriculture urbaine parce qu'il permet d'atteindre les objectifs qui ont été décrits jusqu'ici. Mais la grande question aujourd'hui, c'est comment allons-nous approvisionner les villes ? Et ce mot approvisionner a vraiment une importance capitale. Aujourd'hui, les villes sont approvisionnées à plus de 90% par de la nourriture qui vient sur de longues distances. Donc c'est vraiment un enjeu. Et le dernier point que je voudrais mettre sur la table, c'est travailler avec des nouveaux indicateurs. Je rejoins l'idée de faire payer les externalités. Il y a un indicateur qui a été vraiment majeur au niveau agricole pendant des siècles, peut-être des millénaires, c'est la question du rendement. Hein. Donc l'agriculture est fascinée, et l'agriculteur aujourd'hui est encore fasciné par le rendement. Le rendement, c'est un peu comme la vitesse maximum d'une voiture, quoi. C'est l'indicateur qu'on connaît dès qu'on est enfant. Et aujourd'hui, ce qui fait l'indicateur, c'est plutôt le nombre de grammes de CO2 émis par 100 km. Et donc pour l'agriculture aussi, je pense qu'il faut de nouveaux indicateurs. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, Tim Benton, qui est à Chatham House à Londres, propose comme indicateur de dire 1 hectare, ça peut nourrir combien de personnes de façon saine et durable. Et donc pour moi, c'est un indicateur de ce type-là dont on a besoin, qui permettrait finalement de rendre visible tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et donc ce travail sur les indicateurs est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Ok, super intéressant. Merci pour cette vision aussi plus académique, plus systémique aussi, et qui relève de critères plus scientifiques aussi, c'est ça que j'ai pu entendre, avec ce côté, cette demande d'augmenter la visibilité, la transparence de ce qui se met en place, et cette envie de penser un peu local, donc d'avoir cette vision vraiment globale, mais avec des actions locales, et de créer les ponts entre toutes ces actions pour qu'elles puissent finalement être dans un système qui puisse fonctionner, qui puisse être résilient.
J'aimais bien l'idée d'interdire les pubs pour une alimentation à bas prix. J'avais envie d'ajouter pour l'alimentation aussi qui nuit à la santé, mais qui pour moi en fait va un peu dans... Ça va ensemble, hein. Régulation, indicateurs. Voilà, on a parlé d'indicateurs, donc ça c'était intéressant aussi. Donc des indicateurs qui rendent le reste visible, donc qui sont concrets et qui permettent vraiment d'amener dans la bonne direction. Et tout ce qui touchait à la relocalisation, qui était très intéressant. Donc une relocalisation aussi bien de notre production, mais que de notre chaîne de production. Et aussi par rapport à l'approvisionnement des villes. On l'a bien vu pendant cette crise du Covid, que ça pouvait être un risque. Ça a fait peur à beaucoup. Et donc c'est quelque chose en effet dont on doit prendre compte pour la suite. Voilà, mais Olivier maintenant. Super. Et maintenant on retourne en effet au début. Mais pour parler pour les clés d'avenir. Des oui. clés d'avenir cette fois-ci, oui bien sûr. En fait, je crois que autour de cette table, on sera tous d'accord pour dire que l'approche agroécologique est une approche qui est infiniment meilleure d'un point de vue environnemental et qui probablement produit des produits beaucoup plus sains aussi pour la santé parce qu'ils ont la capacité d'incorporer toute une série de nutriments. Le vrai défi, c'est qu'elle est toujours pratiquement plus intensive en travail et qu'on a hyper mécanisé et tout notre modèle est axé sur la mécanisation de l'agriculture. Si on veut une approche agroécologique, c'est plus intensif en travail. Un des secteurs dans lequel c'est particulièrement le cas, c'est le maraîchage. Et il y a eu des études extrêmement intéressantes, notamment sous la direction de Philippe à Louvain, qui ont montré que le maraîchage en petite surface, en bio-intensif, est très très peu viable. Si je me souviens bien du chiffre moyen, c'était 750 € net par mois, ce qui est challenging. Donc on a un truc qui est formidable d'un point de vue environnemental, qui est formidable d'un point de vue nutritionnel, mais qui a un vrai challenge économique, notamment parce que les prix, et on l'a dit à plusieurs reprises, sont très faibles. Et les politiques aussi, on y reviendra. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait modestement? On s'est pris une petite initiative qui s'appelle Permaprojects avec quelques associés pour essayer de challenger ça. C'est de se dire, mais bon, et de nouveau, je repars de l'étude, la moyenne est mauvaise, mais la dispersion est assez importante. Donc si on fait tout bien, il y a peut-être moyen de rendre ce truc viable, malgré les conditions, malgré le contexte dans lequel on est. Et donc on a créé cette structure pour aider des jeunes à se lancer comme entrepreneurs dans le maraîchage ou dans des projets connexes. On a un projet de semences bio, on a un projet de tisanerie. Donc c'est des projets à petite échelle, mais on essaye d'apporter à la fois le terrain, les équipements de base, l'accompagnement, l'encadrement, prendre en charge la partie administrative, pour permettre à ces jeunes de se concentrer sur la partie production et la partie vente de leurs produits. Et on espère qu'on va y arriver. On s'est donné quelques années, 3-4 ans, pour arriver à un break-even. Et si on y arrive, on peut prétendre que le modèle est reproductible. Aujourd'hui, on voit énormément d'échecs, et c'est dramatique, tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue sociétal, dans des jeunes qui se lancent un peu la fleur au fusil dans ce type d'approche, mais qui se cassent la figure assez rapidement. Donc ici, on va essayer de relever ce défi. On veut aussi changer le monde et donc changer les politiques agricoles et les prix relatifs. Mais très très concrètement, sur le terrain, on essaye de créer cette expérience constructive, de relever ce défi de viabilité économique de ce type de modèle à petite surface. Et donc, si je comprends bien, pour vous, cette viabilité est possible grâce à un accompagnement en fait de ces structures et un soutien administratif pour que ces porteurs de projets puissent vraiment rester concentrés sur leur vision et sur la production. C'est bien ça ? Tout à fait, parce que, et ça rejoint un peu ce que Macha disait aussi, c'est que c'est pas simple, donc il faut de l'accompagnement. Dans notre cas, on apporte l'accompagnement non seulement administratif, mais on a un suivi scientifique, on a un suivi technique au niveau maraîchage qui permet à un maraîcher de ne pas se retrouver seul quand il est face à une difficulté. Il prend son téléphone et par WhatsApp, il contacte directement le conseiller technique qui peut le dépanner, l'aider, lui donner un conseil ou venir sur le terrain. Donc c'est vraiment créer, éviter que les gens soient isolés, qu'ils soient sous-équipés, qu'ils aient sous-investi, qu'ils aient mal fait leur design et qu'ils se retrouvent avec des contraintes qui deviennent progressivement ingérables et qui sont souvent la cause de leur échec. Ok, très bien, très intéressant, merci. Donc c'est vrai qu'on entend ici, vous êtes deux avec Macha, être dans cet accompagnement en fait de structure pour que ce soit viable, pour que ce soit possible, pour que ce soit aussi bien viable pour les sols, pour la santé que pour le côté économique évidemment.
Et humain, c'est vrai, n'oublions pas l'humain quand même là-dedans. C'est quand même pour lui aussi qu'on produit de l'alimentation quand même. Et donc, comment est-ce que vous voyez justement, maintenant, vous quatre, qu'on vous a entendu par rapport à vos clés d'avenir, avec vos différents points de vue, comment est-ce que vous voyez ce lien entre vous qui permet vraiment de générer une plus grande santé pour l'humain, mais pour les sols également. En quoi vous voyez vraiment ces interrelations, ces connexions que vous pourriez faire depuis vos différents points de vue? Moi, je peux peut-être proposer une première piste. C'est que je pense qu'il y a une question d'échelle. Et donc, comment est-ce qu'on articule les échelles? Et donc, on voit ici qu'on travaille à différentes échelles et c'est vraiment important qu'on articule ces échelles. Pas seulement théoriquement, mais justement en montée. Par exemple, la question de la relocalisation. Est-ce que c'est à l'échelle d'une ville? Est-ce que c'est à 100 km de la ville? Est-ce que c'est à 1000 km de la ville? Moi, en analyse grossière, je pense que ce qui est le principe de base, c'est que l'Europe doit se nourrir elle-même. Donc il faudrait qu'on ne soit plus dépendant des importations de soja, etc., de l'huile de palme et tout ça. Ça, pour moi, c'est le principe de base. Après, à l'intérieur de cette enveloppe... Une autonomie alimentaire d'abord, au moins en Europe. En Europe. Ça, c'est réaliste et c'est réalisable à court terme. Après, redescendre d'échelle et se dire une ville devrait quand même avoir 50% de son alimentation qui arrive de moins de 200 km. Là, il y a un travail d'analyse à faire. On est nulle part pour le moment. On a des petites estimations du nombre d'hectares, mais on est vraiment nulle part. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de s'organiser. Donc pour le moment, on partage les mêmes intuitions, on partage les mêmes principes, mais on n'a pas d'organisation très stratégique par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors je ne vois pas très bien d'ailleurs comment faire, et je pense que là, il y a des interactions tout à fait possibles avec les spécialistes en gouvernance, en organisation, etc. Je pense que là, il y a vraiment un gros travail à faire pour se dire comment est-ce qu'on organise des gens de bonne volonté qui sont à des échelles différentes et qui font face à des systèmes extrêmement bien organisés, qui, eux, sont très professionnalisés, organisés, etc. Une machine de guerre, quelque part. Hein. Et donc, voilà. Comparé à l'agroalimentaire, c'est ça? Oui, l'agroalimentaire. Oui. Moi, j'ai plein d'étudiants qui sont super motivés par l'agroécologie, mais qui, en dernière année, commencent à faire un choix plus vers l'agroalimentaire, que je retrouve quelques années plus tard je ne vais pas donner des noms, mais dans quelques fleurons de l'agroalimentaire. Hein. Et alors, l'intérêt en Belgique, c'est quand même qu'on est le pays de AB InBev, de Grignard, etc. Hein. Donc, on est quand même un pays clé sur l'agroalimentaire. Hein. Premier groupe mondial de transformation de fruits et légumes, premier groupe brassicole mondial, premier exportateur mondial de patates transformées. On est un pays où l'agroalimentaire est la clé de l'activité économique. Certaines estimations parlent de 10-15% de l'activité économique liée à l'agroalimentaire. Et je pense, il ne faut pas opposer non plus, qu'il y a de la bonne volonté aussi dans le monde de l'agroalimentaire, mais on est dans des mondes qui sont tellement peu connectés que finalement, il n'y a pas de discussion, etc. Et donc, dernier point, c'est que je pense qu'il faut se rendre compte qu'on part d'une situation extrêmement déséquilibrée, et donc que l'urgence est de rééquilibrer, alors là je parle en tant qu'enseignant, mais rééquilibrer d'abord les capacités et les connaissances. Donc aujourd'hui, l'investissement de l'Union européenne sur les connaissances en agriculture biologique, etc., c'est 10% du budget recherche en agriculture. Hein? Parce qu'on dit, encore que 90% du budget qui vont à des initiatives plus classiques. Tant qu'on fera ça, non seulement... Alors que l'alimentation est un besoin primaire, en fait. L'alimentation est un besoin primaire, qui a un retard qui a été accumulé précédemment, et que l'horizon d'augmenter la capacité en agriculture biologique et dans d'autres modèles proches, en agroécologie, est énorme. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut aussi lutter contre ce déséquilibre, et donc on a droit à plus que les autres, parce que pendant longtemps, on n'a rien eu. Ok. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que j'entends. Et en fait, il y a quand même deux points qui me semblent très importants dont on parle. C'est l'humain. Donc, on parle beaucoup de l'homme et de l'humain. Et ça, c'est important parce que c'est la clé. C'est pourquoi, justement, on fait tout ça. Et le deuxième point, c'est la connaissance. On entend beaucoup. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de comprendre qu'il y a un manque énorme de connaissances et de l'amateurisme à tout niveau. Je suis ravi d'entendre ce que font mes collègues parce que effectivement il faut une approche professionnelle et même les pouvoirs publics parfois pêchent avec beaucoup d'amateurisme. Il y a des initiatives sur la région Bourse-Capitale qui me font pleurer, quoi, où on essaie de former mal des gens en maraîchage pensant que on va les improviser maraîchers avec un manque de connaissances complet. Le point positif, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent le faire. C'est que tous les jours, je reçois des gens qui me connaissent, qui disent « Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». Donc il y a un mouvement, il y a une reconnexion, il y a une envie.
mais comme vous le dites, c'est complètement dispersé. Et donc, il y a un besoin d'argent public pour aller dans le bon sens. C'est ça, donc on voit une volonté, mais en fait, une difficulté que j'entends, c'est justement cet accompagnement, en fait. L'accompagnement et comment former ces personnes, comment les accompagner à réussir ce projet pour qu'il soit viable et connecté avec les autres sans être isolé. Parce que j'entends aussi ce problème de l'isolement, en fait, des producteurs, etc. Et n'oublions pas que l'agriculture et la nature ont des cycles très longs auxquels nous ne sommes plus habitués du tout. Et donc, quand on fait une erreur, on la paye pendant 1 an. Moi, j'entendais un vigneron qui me disait, moi, je vais faire 30 cuvées dans ma vie. 30, c'est pas beaucoup en fait, par rapport à combien de fois dans nos métiers classiques on fait 100 fois, 1000 fois. Là, il en fait 30. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Et donc, un accompagnement professionnel qui sait de quoi il parle, ça prend du temps à mettre en place aussi. On espère faire plus que 30 cuvées d'extrapreneurs ensemble, hein, Michel. Oui, ou pas, parce qu'en fait, l'intérêt là-dedans, c'est la reconnexion. On revient à cette reconnexion à la nature, cette reconnexion de l'humain avec les rythmes naturels qu'on a un peu perdu dans notre société où c'est toujours du vite, mais finalement, qui n'est pas positif. On le voit, on appauvrit notre terre, nos ressources, notre corps, notre santé. J'ai dû expliquer à nos adhérents que rien ne pousse en hiver. Il n'y a pas de légumes d'hiver. Ça n'existe pas si on n'est pas en déconnexion avec des serres. Mais personne ne me croit. Hein. Je veux dire, tout le monde pense qu'il y a des légumes qui poussent en décembre, alors qu'il suffit d'aller... alors, il y a des exceptions. En Espagne. Hein. Voilà. Mais je parle en Belgique, en plein air, il y a quand même le maraîchage, ce n'est pas évident. Ça conserve éventuellement. Mais rien que cette notion-là, on est complètement déconnecté. Hein. Pour rebondir après sur le maraîchage et également avant, est-ce que justement cette notion d'éducation, d'apprentissage des connaissances, est-ce que c'est pas tout simplement une paresse intellectuelle finalement de dire on passe la machine dedans et comme ça on se casse pas la tête? Est-ce que c'est pas une paresse en fait intellectuelle? Macha, oui. Non, je pense vraiment pas que c'est une paresse, mais par contre, c'est un manque de confiance dans le fait que, voilà, on voit d'autres appliquer certaines pratiques. Et on n'a pas confiance dans le fait que nous, on est capable aussi de le faire dans notre propre système et dans notre propre exploitation. Et là, je voulais faire un lien avec tous, en fait, on a parlé de créer des liens, justement. Et au niveau de la connaissance, c'est ça qui manque, c'est vraiment beaucoup plus de collaboration, donc vraiment créer de l'intelligence collective, ce qui est très peu le cas au niveau agriculture. Tout le monde travaille dans son coin, on va dire. Et à tous les niveaux, quoi. Donc c'est entre agriculteurs, entre agronomes indépendants, recréer des communautés, partager, parce qu'en fait, comme on le dit, on n'a pas tellement de temps pour créer cette transition et le cycle est très long. Donc en fait, il faut accélérer cette connaissance, cette intelligence, cette expérimentation et une seule manière de le faire, c'est de partager beaucoup plus. Et donc là, il y a vraiment ce besoin de recréer des communautés de partage, d'expériences, de données, d'informations. Ça, c'est. Donc elle est vraiment dans l'apprentissage aussi peer-to-peer, hein, qu'on parle de plus en plus. Donc comment est-ce qu'on peut faire du mentoring entre pairs plutôt que parfois avoir des experts extérieurs, mais qui finalement n'ont peut-être pas toujours la connaissance du terrain. On le voit souvent, voilà, c'est le principe du rôle modèle qui peut vraiment inspirer davantage quelqu'un qui a réalisé une bonne pratique chez lui et qui peut donc l'apprendre à des pairs. Il y a peut-être une opportunité pour Dolph Academy, partage de savoir, voilà, de pair à pair. Merci voilà, Macha, Olivier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais non seulement de pair à pair, mais aussi dans la chaîne de valeur, parce que si on veut améliorer la viabilité économique des exploitations, il faut sortir de ce sandwich où est l'agriculteur aujourd'hui, l'agriculteur industriel entre guillemets, où il a finalement comme fournisseur des géants de l'industrie et comme client des géants de l'industrie. Et lui est une tête d'épingle, même s'il a 3000 hectares, ça reste une tête d'épingle par rapport aux autres. Et donc il est pris dans un rapport de force au niveau des prix, des inputs et des outputs, qui est un véritable rouleau compresseur. Et pour sortir de là, l'agroécologie, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de couper dans les intrants assez massivement. Et par ailleurs, il faut aller plus loin dans la chaîne de valeur, ne pas s'arrêter à un produit, une matière première industrielle qui va être transformée par quelqu'un d'autre, mais essayer de s'associer, parce que tout le monde ne peut pas faire tous les métiers, mais notamment à l'échelle locale, pour aller vers cette transformation, vers un produit à plus haute valeur ajoutée et finalement vers le client final autant que possible. Parce qu'à ce moment-là, le producteur se réapproprie sa valeur ajoutée depuis la terre jusqu'au produit final. Et non seulement il va augmenter ses marges, même si ses quantités vont peut-être être réduites en agroécologie par rapport au conventionnel, mais il va augmenter ses marges et stabiliser
sa rémunération, parce qu'il ne sera plus exposé aux fluctuations des prix mondiaux sur ses intrants et sur ses produits. Et donc je crois que ça demande aussi une collaboration non seulement avec les pairs, mais une collaboration verticale dans la chaîne entre un producteur de céréales palifiables, un moulin et un boulanger, pour prendre cet exemple-là. Mais ça me paraît extrêmement important de retisser tous ces liens qui existaient dans le passé, qui existaient largement, mais qui ont été très mal menés pendant 2 générations. Écoute, j'aimerais venir ajouter quelques ingrédients de plus qui sont également des débuts de réponse de Michel Petit, donc président du groupe Upignac, qui en fait, c'était très intéressant, la vidéo est édifiante, il raconte un peu sa vie sur 2 générations. On a combien de temps très concrètement pour terminer le débat et puis après on fait le wrap-up, c'est ça Donc on a 2 minutes. On a 2 minutes pour ici clôturer la discussion, puis après toi tu vas pouvoir faire ta synthèse. Par rapport à cette discussion, ce que je trouvais intéressant dans ce que vous avez dit, c'est ce côté en fait d'avoir une bonne formation, un bon accompagnement, d'aller dans du transversal, donc entre les différentes disciplines, collaborer entre les différentes disciplines, mais également collaborer davantage entre les pairs, arrêter de voir les autres comme des concurrents potentiels, mais les voir plutôt comme des partenaires potentiels, souhaitant aller en fait dans la même direction. Et si on se raccorde les uns et les autres à une vision commune, en fait, qui est celle de pouvoir régénérer la santé et les terres agricoles, on peut imaginer qu'on y arrivera, en fait, une fois qu'on se met tous ensemble. Il y a aussi ce principe d'éducation qui était très important, d'éducation de la population, des citoyens, mais également évidemment des producteurs, et cette gestion financière qui reste cruciale et pour laquelle il y a un besoin vraiment de soutien. Alors avant de clôturer pour la dernière minute, j'ai une petite question du public que je n'arrive plus à lire. Pendant que tu la lis, je vais peut-être. Alors je te parle. Ok. Pendant ce temps-là, Michel va parler de Michel Petit. Donc, alors il nous a dit la chose, c'est que les mentalités sont aujourd'hui prêtes de payer plus cher pour un produit de meilleure qualité. C'est un début de réponse. Ici, plus cher. La deuxième chose où il dit qu'on va avoir une convergence entre le bio et le conventionnel, qui vont venir se rejoindre sur 10 ans, on va finir par faire une fusion entre les deux. Il arrive déjà maintenant dans ses propres cultures à diminuer drastiquement les herbicides par le désherbage mécanique et les insecticides par une gestion plus intelligente. Tu dois connaître, c'est divisé par 10 le nombre. Donc on va venir rejoindre. La troisième chose, c'est reprendre, ça c'est un truc que je trouve intéressant ici, Nouveau économique, c'est reprendre en main, ce que tu dis aussi, mais reprendre en main la maîtrise de la vente et de la distribution de ses propres produits. C'est-à-dire également rapprocher le plus possible la transformation et la vente, plutôt que ce soit une grande marque de distribution qui vienne coller ses étiquettes et marquer un peu de marketing dessus et qui s'approprie finalement et les prix et les chaînes. Donc ça, il le fait déjà avec son foie gras déjà qu'on connaît évidemment et avec Dupigny que vous connaissez probablement vous-même, mais également les changements de mode de vie. On va plus souvent acheter sur place, à la ferme, comme dans l'ancien temps. Il parlait de sa grand-mère. C'est un fils d'agriculteur aussi, on oublie ça, mais il a dû, sur 50 ans, on a fait un grand aller-retour vers une perte finalement de la main sur ce qu'on fait. Et alors évidemment, c'est là, produits de saison, produits locaux, plus proches. Il faut apprendre à manger des fraises en saison plutôt qu'en plein hiver, quoi. Donc, c'est quelques éléments complémentaires. Voilà. Super. À Merci. toi la main. Alors, on a une petite question du public. Le public qu'on ne voit pas, mais qui est là de l'autre côté, qu'on imagine, voilà. Donc, j'ai Vincent Denis qui vous dit bonjour déjà à tous, pour commencer. Et puis qui vous demande, que pensez-vous d'imposer des logos sur tous les aliments qui seraient représentatifs de leur valeur alimentaire et de leur empreinte carbone, etc., comme cela a été fait au Chili ou au Pérou, ou un peu comme le Nutri-Score, mais de manière imposée et non volontaire, voilà, qui en plus pourrait afficher l'impact négatif, comme c'est le cas par exemple pour le tabac, et non une échelle de valeur positive comme le Nutri-Score. Alors c'est une bonne idée. Le danger des bonnes idées, c'est que beaucoup de ces bonnes idées partent de l'idée que c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et même les idées de Michel Petit vont dans ce sens-là. Or, toutes les analyses montrent que ce n'est pas le consommateur qui a le pouvoir aujourd'hui. En tous les cas, pas la grande masse des consommateurs. Et donc, bien sûr qu'il y a une marge des consommateurs qui sont en train de changer radicalement de comportement, même si ça n'a pas l'air tout à fait très stable. C'est une petite marge des consommateurs. Et ceux-là, on va épuiser le filon assez rapidement.
Et donc la grosse question, c'est comment faire pour que les consommateurs puissent faire pression sur les marques, donc que ça change aussi à l'intérieur du système. Donc il faut que ça change à côté du système, on est bien d'accord, mais ça doit changer aussi à l'intérieur du système. Et donc créer, et pour ça, il y a vraiment un rôle des politiques publiques pour moi, et donc un rôle aussi des citoyens. Et on n'en a pas parlé, mais il y a tout l'enjeu des paysages, des territoires, etc., qui sont aussi extrêmement essentiels et que nous vivons comme citoyens. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'agriculture, c'est un enjeu de santé, mais c'est aussi un enjeu d'organisation de nos espaces et c'est un enjeu citoyen. Ça va, merci. Olivier, vous vouliez Oui, dire aussi en tant que citoyen contribuable notamment, moi je suis furieux parce que nos impôts subventionnent aujourd'hui une agriculture extractive, destructrice de notre actif commun. Et par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, nous resubventionnons comme contribuables des systèmes de santé. Et aujourd'hui, la malbouffe, pour faire court, est la deuxième cause de coûts de soins de santé. Donc en France, on est à 22 milliards de coûts de traitement des maladies liées à la malbouffe, ce qui la situe entre le tabac et l'alcool et avec la croissance la plus rapide. Donc je pense qu'il faut changer ces éléments-là, et on est en plein débat sur la réforme de la politique agricole commune pour l'instant. On a le Farm to Fork au niveau européen. Je crois qu'il est grand temps qu'on utilise nos impôts à quelque chose de positif. Le premier principe quand même du Green Deal, c'est de ne pas nuire, do not harm. Eh bien aujourd'hui ça nuit, donc changeons notre manière de subventionner l'agriculture en subventionnant les gens plutôt que les hectares, et en payant pour les services écosystémiques, qui sont une vraie production, un vrai travail, mais qui aujourd'hui n'est pas rémunéré. Donc si j'entends bien, aujourd'hui la sensibilisation des citoyens ne suffit plus, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de logos, Fairtrade, bio, etc. On est arrivé à un certain niveau de sensibilisation par là, mais que maintenant, si je vous comprends bien, c'est un niveau vraiment beaucoup plus systémique, même politique, que ça doit se jouer, en soutenant par exemple les externalités positives, telles que Macha l'avait dit, mais en soutenant également cet accompagnement pour que ce soit viable. Voilà, ou pourquoi pas aussi de diminuer les taxes, ou d'augmenter celles qui ont un impact négatif sur la santé, diminuer celles qui ont un impact positif, donc le bio, etc. par exemple, d'aller plus dans cette direction-là, plutôt qu'une une sensibilité qui ne suffit plus à l'heure actuelle. C'est bien ça ? Ok, très bien, merci. Alors, une autre question du public. Il faudrait aussi... C'était de la part de qui, cette question ? Il faudrait aussi valoriser et mettre en avant les coopératives d'agriculteurs. Gilles Dery. Comme c'est beaucoup le cas en France, un genre de grand marché, comment faire cela en Belgique ? Ça converge tout à fait vert, mais dis-nous, quels sont... Je pense qu'il faut être très prudent avec les coopératives agricoles. Il y a des coopératives magnifiques, et puis il y a des coopératives qui sont des rouages de l'agro-industrie dans sa pire expression. Je pense que Philippe connaît ça encore mieux que moi. Mais moi, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui a repris une ferme en France et qui m'a dit, moi j'ai un interlocuteur qui est le technicien de la coopérative, qui me vend mes semences, qui me vend mes produits phyto, qui me rachète ma production. La chose qui ne garantit pas, c'est ni les prix, ni les quantités, forcément. Et donc, il se retrouve avec un interlocuteur, et il est, lui, un pur exécutant à risque. Donc, ce modèle-là de coopérative, ça, il faut absolument éviter. Par contre, il y a des coopératives, notamment très utiles pour créer des liens entre pairs et créer des liens dans la chaîne verticale, et donc ne mettons pas toutes les coopératives dans le même panier. Et derrière coopératif, il faut mettre le mot collectif, et donc là Macha pourrait en parler, mais donc il y a un problème en Wallonie singulièrement, c'est différent en Flandre d'ailleurs. La Wallonie est un pays où l'agriculture s'est développée de façon très individuelle. On a une culture agricole d'indépendants en Wallonie, extrêmement forte. Et donc, il faut absolument remettre du collectif là-dedans. Et c'est les initiatives Régénactaire, Sol Capital et d'autres ont cette ambition de remettre du collectif. Alors, le modèle coopératif vertueux est un moyen de remettre ce collectif. Et autour aussi des questions, je parlais des questions de transformation de chaînes de distribution. Il y a une initiative récente en direct de nos élevages, etc. Ou bien des initiatives plus anciennes comme Coprosin qui peuvent être citées. Donc un modèle collectif de gestion de la transformation de la distribution fait aussi sens. Et de nouveau, on est peu équipé aujourd'hui sur les outils de construction de coopératives, les modalités pour les rendre vertueuses, pour leur donner du succès. Il y a peu d'investissement quand on revoit par rapport à tout l'investissement qui est fait sur les modèles plus de sociétés anonymes, etc., sur le modèle coopératif.
on manque vraiment d'outils et de capacités d'apprentissage. En fait, on manque surtout, si j'entends bien, d'une visibilité systémique de l'ensemble de ce qui existe et de ce qui fonctionne. Parce qu'on en a des outils qui fonctionnent, on a des pratiques qui fonctionnent, mais il n'y a pas comme cette vision systémique de l'ensemble. Sur les coopératives et la transformation, non seulement il faut mettre de la visibilité, mais il y a encore trop peu d'initiatives. Donc il y a vraiment développement de capacité et visibilisation, mais le développement de capacité est essentiel. Ok, donc il faut oser davantage aussi, se lancer davantage, expérimenter, se planter et puis pouvoir pousser. Alors, toute petite dernière, Jean-Louis, super rapide, 10 secondes, on boucle, on fait le wrap-up et on... Oui. Je crois qu'il y a une clé essentielle qui n'a pas été énoncée et qui me paraît cruciale. C'est la dualité entre le monde de la distribution alimentaire et de la production. Ça passe par des services achats et ça détruit la qualité. Et fondamentalement, il n'est pas réaliste de produire aujourd'hui un produit de qualité et de pouvoir le vendre bon marché. Le produit de Voilà. qualité d'office, Ok. un produit de niche. Ils n'ont pas entendu, hein, mais... Et Ok, d'un mon produit de niche qui doit générer de la valeur au lieu de simplement alimenter correctement le consommateur. Voilà, là, le problème dans la distribution, on en a discuté au début, cette dualité, on doit acheter moins cher en masse pour pouvoir... Ok, donc c'est casser cette dualité-là, et en tout cas, on a des débuts de réponse ici déjà. Une petite dernière pour la route avant le wrap-up. moi, je propose, oui, à chacun un petit mot de la fin, mais alors une phrase. Hein, Un petit mot de la fin max, pour chacun. pour oui. chacun. Comment vous voudriez conclure en une phrase? Et tu fais un zoom avant sur chacun, et alors après un petit zoom sur le vortex de notre ami Hugo. Vous avez vu évoluer en temps réel. Hein, c'est une œuvre. Vous avez déjà Hein, créé un système voilà. à vous seul. Bon, donc voilà, merci Hugo déjà pour ce premier vortex et qui va continuer à évoluer. On vous invite également à travailler avec ça et ça sera notre premier livrable. Ensuite, le deuxième livrable, ça, votre wrap-up. On va commencer par la gauche. Olivier. Excuse-moi, normalement c'est ladies first, mais petit Non, mais mot on de est au la fin, 21e Olivier. siècle. Hein, là, Non, mais moi, ce que je trouve formidablement encourageant, c'est que de plus en plus, on essaye. Enfin, il y a de nombreuses initiatives, et on les voit ici, de reconnecter l'humain et la nature de manière intelligente, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan nutritionnel, etc. Et donc, c'est extrêmement encourageant. Maintenant, il faut transformer l'essai et changer un peu la dimension de ce qu'on fait. Donc je suis d'accord aussi avec ce que Philippe a dit sur les questions systémiques, sur les questions politiques qui sont clés, mais ça ne nous empêche pas d'avancer avec beaucoup d'enthousiasme sur des projets extrêmement concrets, ce qui est très chouette. Et donc tu nous invites dans ta ferme, je suppose, pour faire les visites guidées? Tous les bienvenus, on est toujours un peu en aménagement, donc c'est pas encore ce que ça va être d'ici 2-3 ans, mais en tout cas c'est déjà pas mal. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir un banquier... un ex-banquier, du coup, les mains dans la terre, et ça, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et pour le cœur. Et c'est un plaisir pour l'économiste de mettre ses mains dans la terre. Voilà, merci se Olivier. Bonne reconnecter. reconnexion. Macha. Mais comme conclusion, je vois qu'en tout cas, on partage énormément de constats et aussi dans la vision. Donc ça, c'est déjà très encourageant aussi, de voir qu'il y a une direction qui est commune et vers laquelle on a envie de tendre tous. Je pense que la conclusion, c'est que l'agroécologie, la transition agricole, ça doit se faire maintenant, c'est urgent, ça doit se faire à grande échelle, et ça doit impliquer tout le monde et engager tous les acteurs de l'économie dans cet effort-là. Merci. Non, mais en fait, moi, je suis extrêmement positif, comme toujours. Sinon, on serait pas entrepreneur. Et donc, je pense qu'effectivement, ce que j'adore entendre ici, c'est les mots collectifs, c'est les mots connaissance. C'est quand même très encourageant de voir que c'est la clé pour avancer. Et puis, j'ai envie aussi de faire un constat, c'est qu'avec ce qui nous est arrivé en 2020, la première réflexe des gens, ça a été effectivement d'aller vers du bio, vers du local, donc il y a eu une espèce d'énorme vague, et ça c'est quand même très gai. Bon, moi je doutais bien que ça allait un peu retomber, mais ce sont des graines qui ont été plantées dans la tête des gens. Et ok, il y a la vie d'avant, hein, celle qu'on n'a plus envie de voir, mais enfin qui est revenue très vite, a refait sa réapparition avec beaucoup de violence, mais les graines ont été semées dans la tête des gens, et maintenant à nous tous à avancer et à continuer ce qu'on fait à plus grande échelle, parce que c'est la solution. Voilà. Merci Thomas. Caméra. Merci. Voilà. Philippe. Mais je pense qu'on l'a entendu aujourd'hui. Donc pour moi,
c'est important qu'on soit cohérent jusqu'au bout, et donc jusqu'à la grande échelle. Hein, et donc, effectivement, les graines sont plantées. Il faut maintenant mettre les tuteurs, dégager les mauvaises herbes. Peut-être que certains modèles agricoles sont un peu les mauvaises herbes qui étouffent les belles graines qu'on a plantées. Je pense qu'un élément clé, c'est qu'on doit prendre des risques. Alors, en fait, le risque majeur, c'est de continuer le système actuel. Et donc ça, il faut en être conscient. Le problème, c'est qu'à court terme, ce risque majeur est pas bien perçu. Hein, et donc... là, je fais un peu de pub pour un collègue que j'aime beaucoup, Edwin Zakai, qui a écrit un remarquable bouquin qui s'appelle 2 degrés, si vous voulez lire un bon bouquin avant les vacances, en plus de ceux de Michel Documétaire. Et donc je pense qu'il faut prendre des risques, ces risques-là aujourd'hui, d'essayer de faire autrement. C'est le meilleur moyen d'éviter le risque global dans lequel on fonce à toute vitesse. Et il faut aider les plus vulnérables, et les agriculteurs font partie des plus vulnérables, à prendre des risques. Parce que quand on est vulnérable, c'est très difficile de prendre des risques. Et aider les gens à prendre des risques, c'est à la fois les soutenir financièrement, c'est aussi les soutenir en connaissances, et c'est les soutenir sur le long terme. Ce qui déçoit beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est les engagements qui ne sont pas tenus sur le long terme. Or, ces engagements doivent être sur le long terme. Donc je pense qu'il faut peut-être soutenir un nombre limité de modèles, mais les soutenir dans la durée. Voilà, merci à tous. Petit wrap-up maintenant Oui, de c'est à ce ton qu'on tour, a Michel, oui. regardé. Alors je détecte 2 mouvements. Alors un premier mouvement qui commence par un changement de comportement individuel du consommateur, mieux acheter, mieux consommer, peut-être manger moins, payer un peu plus. Et tout ça va être mis en route par d'abord montrer, éduquer. Il n'y a rien de mieux que de montrer, d'éduquer, palper. Et du coup, ça va quelque part automatiquement relocaliser beaucoup de choses. C'est la relocalisation et de la production et de saison, mais relocaliser aussi le plus possible les chaînes de valeur et les chaînes de production, les rapprocher. Et tout ça est initié en amont par créer plus de liens, montrer ce qui se passe dans les communautés, en travaillant à l'intelligence collective, même citoyenne. D'ailleurs, dans toutes les assemblées citoyennes, ça remonte, ça revient, c'est chaque fois les mêmes sujets qui reviennent. Et en même temps, plutôt en rouge, attention au risque, montrer, ce que tu disais Philippe, j'aime bien montrer que le risque de continuer est plus élevé que le risque de tenter autre chose. Et du coup, en parallèle, travailler sur l'articulation un petit peu, le scale-up en fait, de ce qui se passe en petit, d'augmenter un peu la voilure de ce qui se passe en petit, c'est vraiment votre quête à tous. Pour aller faire le lien avec le système global, faire converger tout ça, mais en même temps travailler sur la régulation et compenser et récompenser les externalités en euros, mais aussi en réputation, qui permettra de vendre un peu plus cher aussi du coup. Et bon, la régulation aussi, stopper la Vice pub, hein, donc la réclame Vice, et voilà, et commencer à vraiment travailler sur une nouvelle batterie d'indicateurs. Je pense que là, on a vraiment ces 2 mouvements. Voilà, on est dans les temps, c'est génial, on est trop bons, les gars. Voilà. Et donc, on va voir maintenant... si on doit les valoriser, il faut se valoriser aussi. Voilà. Hein, ça commence par avec ça. Ceci, nous allons faire une synthèse. On va vous l'envoyer dans les semaines qui viennent, hein, pour que vous puissiez également donner vos avis. Ça fera l'objet d'une carte blanche qui sera envoyée également à la presse, publique qui voudra, qui sera une synthèse en 5000 signes de ce travail-ci. Et on donnera également accès au 7 Vortex de Hugo, qui sera une œuvre en travail continu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site parce qu'il y a combien de 7 Vortex déjà en ligne en temps réel ? 5000, il y a déjà 5000 dessins systémiques d'enjeux, de projets, d'enjeux, de combien ? D'une centaine de pays. Hein. 149 et 3000 villes du monde. 149 pays ont participé déjà à cette plateforme que Hugo a créée lui-même avec son équipe, avec ancrage dans 3000 villes. Donc on a un partenaire là de tout premier choix et on s'est d'ailleurs beaucoup amusé pendant le confinement avec Jacques et les autres Wise Leaders que je remercie au passage. J'ai pas pu les remercier, mais on a travaillé avec nos Wise Leaders pendant tout le confinement. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à faire un pas en avant pour faire la photo et j'invite également les acteurs du prochain panel santé à s'aligner et préparer à rentrer en scène. Et donc, ce qui donne aux participants un petit 5 minutes pour vous faire une petite pause, aller vous dégourdir, décrocher un peu de cet écran qui peut faire mal aux yeux, aller prendre l'air, boire un petit coup, etc. Et revenir ici dans 5 minutes pour le panel suivant sur la santé. Voilà, à tout de suite. Voilà. À droite.
Presse Club. Génial. Ah oui, espace, voilà. Ça va ou pas? Slide. Merci beaucoup. Merci un million.